L'usage de l'aspirine au quotidien. L'acide acétylsalicylique, connu sous le nom de l'aspirine, est commercialisé depuis plus de 100 ans. C'est le médicament le plus utilisé pour traiter douleurs et fièvre. Tout commençait il y a plusieurs millénaires avec les Sumériens, qui est une civilisation localisée à l'actuel Irak. Ils utilisaient les feuilles de saule comme antidouleur. Ensuite vient le tour de la Grèce antique et d'Hippocrate, qui préconisait des préparations à partir de l'écorce de saule blanc pour soulager les douleurs de l'accouchement et faire baisser la fièvre. Son utilisation se poursuiva jusqu'au XIXe siècle. Le XIXe siècle, lui, est marqué par le développement de la chimie d'extraction et d'analyse. Ainsi, en 1825, Fontana, un pharmacien italien, isole le principe actif contenu dans l'écorce de saule et le nomme salicine. Par la suite, c'est Lowing, un chimiste allemand, qui isole et identifie l'acide salicylique. Cependant, les méthodes sont complexes et il faut trouver un moyen de se passer de l'écorce de saule. La solution est donc trouvée par Kolbe, qui réussit la synthèse chimique de l'acide salicylique. Son usage se répand sous forme de sel, mais malheureusement provoque des brûlures d'estomac. Ainsi, en 1853, Gerhardt, un chimiste français, obtient de l'acide acétylsalicylique impur et moins corrosif. C'est finalement Felix Hoffmann, un chimiste allemand travaillant pour le labo Bayer, qui reprend ses travaux et obtient cet acide pur qu'il produira sous forme de poudre. Par la suite, le brevet de l'aspirine est donc déposé par la société Bayer en 1999. Le médicament arrive en France en 1908 et est commercialisé par les sociétés des usines du Rhône. Le principe actif de l'aspirine est l'acide acétylsalicylique, une molécule composée de la liaison entre 9 carbones, 8 hydrogènes et 4 oxygènes. On remarque que la molécule possède deux groupements fonctionnels, une fonction ester où le carbone porteur de la fonction est entouré de deux oxygènes, un par liaison simple et un autre par double liaison, le tout entouré de deux chaînes carbonées. Et une fonction d'acide carboxylique ressemblant à une fonction ester, mais cette fois l'oxygène relié à une liaison simple est relié à un atome d'hydrogène et pas à un carbone. De nos jours, l'aspirine est produite en quantité astronomique, on a 2540 comprimés par seconde, ce qui revient à environ 40 000 tonnes par an. Nous allons alors nous intéresser à la réalisation de ce médicament. La synthèse de l'acide acétylsalicylique peut être représentée par l'équation bilan suivante. C'est de l'acide salicylique plus de l'acide éthanoïque qui va donner de l'acide acétylsalicylique plus de l'eau. On remarque donc que c'est un ester synthétisé à partir de l'acide salicylique. Lors de la réaction, le cycle benzénique qui est la configuration de 6 carbones avec 3 doubles liaisons, ici portant l'hydrogène du groupe hydroxyle OH de l'acide salicylique, qui va être remplacé par un groupe acétyl COCH3, ce qui va transformer l'acide salicylique en acide acétylsalicylique. La réaction est donc une estérification, mais l'acide acétique ne produit qu'un faible rendement en ester, c'est pourquoi les usines de grande production utilisent alors l'anhydride éthanoïque en excès afin d'augmenter considérablement le rendement maximal de la production. On remarquera qu'en produit, l'eau est alors remplacée par l'acide éthanoïque. On retrouvera donc la première réaction entre l'acide salicylique et l'acide éthanoïque, ce qui produit deux fois de l'acide acétylsalicylique, ce qui est nettement plus intéressant. L'aspirine, dans le traitement de la douleur, est parfois associée à d'autres substances, paracétamol, codéine, caféine ou même vitamine C. Mais elle reste très efficace lorsqu'elle est seule, comme par exemple en cachet pour le médicament Aspro, ou même en poudre comme pour l'aspégique, qui est très utile pour les nourrissons. La forme finale d'un médicament, ici l'aspirine, dépend des excipients que l'on utilise. Pour la forme d'un cachet, on peut retrouver la combinaison bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, glycine et povidone. Pour la forme en poudre, comme l'aspégique, on retrouve du glycyrrhizate d'ammonium et de la glycine. En plus des excipients essentiels pour la forme finale du médicament, on peut retrouver des arômes qui vont permettre de masquer ou d'améliorer la saveur ou l'odeur. On peut même retrouver du sucre ajouté, comme souvent dans les sirops. L'aspirine est si présente dans les médicaments car elle a de nombreuses propriétés très utiles en pharmacologie. Elle peut être utilisée comme antibiotique, elle va donc combattre la fièvre. Elle peut aussi être utilisée comme antalgique, c'est-à-dire qu'elle va atténuer puis ensuite supprimer la douleur. De plus, elle fait partie des anti-agrégants plaquettaires qui permettent de rendre la circulation sanguine plus homogène. Enfin, elle a la capacité de bloquer la formation des prostaglandines, qui sont des substances responsables de l'inflammation, ce qui fait d'elle une molécule qui appartient à la famille des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. On peut alors se poser la question, comment et pourquoi l'aspirine atténue la douleur? En fait, la douleur est ressentie à cause d'une réaction en cascade qui débute par l'acide arachidonique. Mais pour que la douleur soit ressentie, il faut l'action d'une enzyme appelée la cyclooxygénase. Or, l'aspirine inhibe cette enzyme, comme on peut le voir sur le schéma.
alors l'acide araquinodique ne peut plus progresser. La réaction inflammatoire et les douleurs qui l'accompagnent ne seront donc plus activées. Passons maintenant aux effets indésirables de l'aspirine. Nous allons ici prendre comme exemple l'aspirine UPSA. Il existe différents types d'effets indésirables, notamment les effets indésirables communs, tels que la gastrite, les saignements de nez ou de gencives. Il existe aussi des effets indésirables rares et parfois graves, tels que la perforation gastro-intestinale, aussi appelée ulcère digestif, qui provoque des douleurs abdominales hautes ou encore des vomissements sanglants. Il peut y avoir aussi du rejet de sang dans les selles, ou la coloration de ces mêmes selles en noir, appelée mélaéna. Cela peut aussi provoquer des accidents allergiques, tels que des accidents urticaires, c'est-à-dire que cela va provoquer des démangeaisons intenses de la peau chez le patient et des éruptions de plaques rouges. Cela peut provoquer aussi des œdèmes et de l'asthme. La personne en question peut aussi développer le syndrome de Rey, c'est-à-dire une maladie potentiellement mortelle qui apparaît après l'administration d'acide acétylsalicylique chez un patient jeune, souvent des enfants ou des adolescents, qui est atteint d'une maladie virale telle que la grippe, le rhume ou la varicelle, entraînant ainsi de nombreuses atteintes au cerveau et au foie. Il peut aussi y avoir des effets indésirables provoqués par le surdosage, tels que le bourdonnement d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des vertiges ou encore des maux de tête. Enfin, il existe aussi des effets indésirables qui sont dus à l'interaction de l'aspirine avec d'autres substances dans l'organisme, tels que par exemple cet acide acétylsalicylique-là avec d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Cela peut provoquer de l'hypertension, ainsi que de l'insuffisance cardiaque. L'hypertension étant une maladie chronique dans laquelle les artères résistent de manière anormalement forte à l'écoulement du sang, provoquant ainsi une augmentation de la pression sanguine et perturbant ainsi l'irrigation des organes. L'insuffisance cardiaque ici est l'incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. L'interaction aussi de cette aspirine-là avec des anticoagulants oraux et les antiagrégants plaquettaires tels que Plavix peut aussi augmenter le risque d'hémorragie.